PVC. Bondi. 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 Blog. Café. Bondi Blog Café. Gabriel, garde l'anonyme. Ici Bondi. Ici Bondi. Bondi Blog Café. Fleur Pellerin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu à Bondy. Merci à vous. Vous étiez là déjà cet après-midi, je crois. Oui, j'étais en visite à la maîtrise de Radio France, qui a une Très classe bien. formidable à... Mettez-vous là, je vais mettre À en face Bondy. de vous. Donc c'est une journée Bondy Blog. C'est une journée Bondi, Bondi Blog, En même temps, Seine-Saint-Denis. Ouais. vous n'êtes pas Je suis de très loin Montreuil. d'ici, de Montreuil. Voilà, c'est la même. Vous avez toujours la vécu même à région. Montreuil? Non, j'y habite depuis 8 ans avec ma famille. Voilà. Et avant, c'était où avant? Avant, j'étais à Paris, dans le centre. C'est très rare qu'on fasse le... Ah non, c'est pas Non, très c'est pas rare. très Il y a rare. beaucoup de gens, mes voisins, C'est ce qu'on appelle la qui gentrification. ont fait ce choix, qui ont des familles un peu nombreuses et qui font le choix d'avoir un peu plus d'espace pour les enfants et d'aller un peu plus loin et de troquer un style de vie qui est assez Donc différent. vous êtes heureuse ici en Seine-Saint-Denis? Moi, je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de mixité. J'ai des voisins maliens. On fait des repas de quartier où on mange des plats de tous les pays. Il y en a qui font des choses portugaises, des plats africains. Et c'est une vraie diversité culturelle qui me plaît. Quand on va au square avec les enfants, il y a beaucoup de nationalités qui sont présentes. Et là aussi, il y a ici. une diversité de boissons. Absolument. Alors on va commander justement quelque chose à boire. Nadège est là. Nadège, bonjour. Nordine. Bonsoir. Fleur Bonsoir. Pellerin, Nadège. Qu'est-ce que vous buvez, Madame la Je prends ministre? un petit coca zéro. Et moi, je voudrais un Perrier, s'il vous plaît. Fleur Pellerin, vous êtes ministre de la Culture, de la Communication. Qu'est-ce qui prime, la culture ou la communication? Ou est-ce que les deux Les sont... deux. Les deux. Les deux, moi je ne fais pas de hiérarchie entre les portefeuilles. Je crois que c'est un portefeuille qui est très exigeant parce qu'il couvre à la fois tout ce qui concerne le patrimoine, les musées, l'archéologie, les archives, donc la protection et la valorisation du patrimoine, tous les monuments historiques. Et puis ça va jusqu'aux industries créatives aussi, Merci. donc effectivement la communication, les médias, la presse écrite, les nouveaux médias qui ont beaucoup d'importance à mes yeux. Et donc voilà, j'ai pas de hiérarchie, je crois qu'il y a un énorme besoin de culture. Il faut accorder toute sa place à la culture, que ça donne du sens aussi à un projet de vie de citoyen. Servez-vous, Voilà. Madame la Je me ministre. sers. Est-ce que vous avez eu cette chance, quand vous étiez jeune, de connaître la musique, la culture très tôt? Alors moi j'ai eu la chance, je n'ai pas du tout eu la culture en héritage. Moi j'avais des parents qui m'ont donné la curiosité intellectuelle mais qui ne m'ont pas transmis ce bagage culturel. Et moi je me le suis forgé par la pratique amateur parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, parce que ma mère pensait que pour ne pas craindre de prendre la parole en public, parce qu'elle-même avait été très timide, il fallait prendre des cours de théâtre. Donc j'ai commencé à faire du théâtre très jeune, vers 4 ou 5 ans, et j'en ai fait jusqu'à la terminale quasiment. Et c'est la pratique amateur qui m'a permis de découvrir la littérature dramatique, qui n'est pas forcément facile d'accès lorsqu'on ne sait pas ce que sont les codes pour la comprendre et l'appréhender. Et donc c'est ça qui m'a fait découvrir Ça sert à quoi, finalement, la Molière, culture? Fassbinder, Ça sert à etc. quoi? C'est la boîte noire de l'individu? C'est quoi, en fait, la culture? Ça sert à, je crois, se construire dans son rapport au monde, se construire dans son rapport aux grands courants de pensée, se percevoir comme individu autonome, capable de penser, de se forger un esprit critique. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la profusion des informations, de tout ce qui circule sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a le bon, mais le bon est côtoie le pire. Et je crois qu'il est très important de donner la capacité à tous les jeunes de se construire des repères. Est-ce que la culture, c'est un paravent, par exemple, contre le racisme? Je pense que c'est un paravent contre beaucoup d'extrémisme et contre beaucoup de tentations au repli, contre les solutions faciles qui sont celles que nous proposent parfois un certain nombre de partis ou de mouvements populistes, démagogiques. Vous avez subi, vous, le racisme plus jeune? Je n'en ai pas eu tellement conscience. Évidemment, je me faisais traiter de shintok dans les cours de récré. Les enfants sont souvent durs entre eux et ça m'est arrivé d'entendre ces mots-là. Donc c'est vrai que c'est une expérience que n'ont pas d'autres qui n'ont pas un physique différent. Alors, Fleur Pellerin, je vais vous proposer de regarder la conférence de rédaction et après, on réagit très vite et surtout, on va rencontrer les jeunes du Bondy Blog pour évoquer justement les sujets qui vont être abordés tout de suite. Donc, j'appuie ici, tout va bien et c'est parti. S'il vous plaît. C'est parti.
Nous recevons Fleur Pellerin qui est ministre de la Culture et de la Communication. Avant de vous laisser débattre et d'évoquer tous les sujets qu'on pourrait traiter avec elle, on laisse d'abord la parole à Gérard Leclerc pour nous dire quelques mots sur cette ministre. C'est une ministre déjà qui a une histoire qui n'est pas courante et qui a une belle histoire, puisqu'elle est née à Séoul, qu'elle a été abandonnée quelques jours après sa naissance et adoptée à l'âge de 6 mois par une famille française, d'où son nom Fleur Pellerin. Et donc elle a vécu en France, à Montreuil, pas loin d'ici, et puis ensuite à Versailles. Elle a fait des belles études, le bac, et puis grande école de commerce, l'ESSEC, et puis Sciences Po, et puis l'ENA. Et puis là, elle est devenue notamment magistrate à la Cour des comptes. En 2014, elle devient secrétaire d'État au commerce extérieur et au tourisme. Et puis, au mois d'août dernier, deuxième gouvernement Valls, là, elle passe à la culture. La culture, c'est pas simple parce que, comme vous le savez, tous les budgets sont en baisse. Et donc, être ministre de la culture, quand on a un budget en baisse, c'est pas facile. En plus, vous avez toujours des problèmes récurrents, genre les intermittents qui sont pas faciles à traiter. Et puis, actuellement, la grève de Radio France. La difficulté avec Fleur Pellerin, c'est qu'on ne connaît pas sa ligne idéologique. On sait que c'est une éminence grise, c'est un cerveau, elle peut conseiller beaucoup de gens, mais elle incarne pas une politique. C'est ce genre d'hommes et de femmes politiques qui sont interchangeables, qui sont presque des robots, qui arrivent à synthétiser des problèmes compliqués, à comprendre des rapports avec plein de chiffres dans tous les sens. Mais après, sur le quotidien des gens, on a l'impression qu'ils sont un petit peu à la ramasse. Que pensez-vous aujourd'hui de l'image de ce pays? Est-ce que la culture est un levier justement pour cette image et surtout pour son positionnement en tant que démocratie moderne? Une des grandes difficultés, c'est un peu le mépris affiché, et un mépris de classe, en fait, des classes dominantes vers les dominés, qui sont censés savoir ce qu'est la culture, ce qu'il faut lire, ce qu'il faut écouter, et ça, les gens le ressentent, et ça brime, et ça pousse des gens à s'enfermer dans des cultures dites périphériques, et à se construire en porte-à-faux avec la culture au sens large. Il faut sensibiliser les gens aussi à accéder à cette culture. On a quand même des très belles institutions en France. Et voilà, je pense qu'il y a un apprentissage à faire de ce patrimoine-là historique et de ces institutions. C'est pas un rapport de plaisir qu'on a à la culture. On a un rapport par rapport à l'école et il est anxiogène parce qu'on nous dit on va étudier la séquence sur le roman, lisez un Zola. On va étudier la séquence sur la nouvelle, lisez une nouvelle de Maupassant. Et c'est un devoir, donc c'est nos devoirs du soir. Moi, j'aime beaucoup Zola, j'aime beaucoup Camus, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait quand même panacher un peu et arrêter de s'enfermer dans cette culture classique qu'il ne faut évidemment pas oublier, mais juste superposer autre chose. En plus, aujourd'hui, avec Internet, c'est vraiment un outil de démocratisation de la culture. Et je trouve qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Là, c'est en train d'imploser, les artistes se réunissent. On est vraiment à un tournant où les gens ont les moyens de produire, de s'exprimer et de pouvoir dire c'est pas cette société-là dans laquelle on évolue, c'est pas cette culture-là qu'on veut mettre en avant. Mais comme on a toujours les mêmes types de personnes à des postes de décisionnaires, on a toujours la même offre culturelle. Et du coup, il y a un fossé mais grandissant entre ce que les gens aimeraient voir et ce qui est vraiment programmé. Voilà Fleur Pellerin, quelques mots et après on rejoint les Bondy blogueurs. Et moi j'ai entendu plusieurs choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. D'abord, la notion de mépris de classe. Moi je comprends très bien qu'il puisse y avoir dans la façon dont on essaye de promouvoir un certain type de culture, une culture que les sociologues appellent la culture cultivée, une forme de rejet parce que certaines personnes ne se reconnaissent pas dans cette culture-là et donc on puisse se sentir exclu. Et moi je veux une culture qui soit inclusive et non pas qui exclut les gens. Donc c'est pour ça que depuis que je suis arrivée il y a 6 mois maintenant à peu près, je travaille beaucoup sur la pratique amateur, sur la notion de participation, sur le fait de pouvoir aussi mettre en avant des esthétiques comme le street art. J'ai fait une exposition la semaine dernière sur les murs du ministère de la Culture de street artistes. Donc, et c'était quelque chose de totalement incroyable du point de vue des agents du ministère. Est-ce que ça, c'est une culture périphérique ou c'est une culture tout court? Non, je pense que aujourd'hui, c'est la culture. Je pense qu'il faut reconnaître aussi, de nouvelles formes d'expression, de nouvelles esthétiques qui correspondent aussi au goût des gens. Je pense qu'il faut arrêter avec ce snobisme de classe qui consiste à considérer avec mépris tout ce qui relève d'une culture
culture populaire ou de ce qu'on appelle la démocratie culturelle, donc c'est-à-dire la culture qui vient qui n'est pas imposée d'en haut, mais qui vient justement du peuple. Qui vient régénérer la culture voilà, classique. et ce sont des formes d'expression qui ne sont pas imposées par le haut. Donc ça, j'y suis très sensible. L'autre chose à laquelle je suis extrêmement sensible, c'est la personne qui a parlé du plaisir. Je pense que ce qui ne s'apprend pas ou ce qui ne s'acquiert pas avec plaisir ou par le plaisir ne marque pas, ne laisse pas de traces. Et donc moi, je pense qu'il faut retrouver le principe de plaisir. Fleur Pellerin, je vous propose de terminer votre coca et on va rejoindre les trois Bondy blogueurs. B. B, C, BVC. Voilà, je vous en prie. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Fleur Pellerin est notre invitée aujourd'hui. Merci Madame la Ministre de la Culture et de la Communication d'être venue à Bondy. Avant de commencer cette émission, je vous présente rapidement les trois Bondy blogueurs qui ont préparé ce magazine. Widad Ketfi, Claire Diao et Idir Fossini. Et je vous propose tout de suite de regarder l'édito de Mehdi Meklat et de Badroudine Saïd Abdallah. Et après, on commence sérieusement cette émission. Madame Lafleur, peut-être vous posez-vous déjà assez de questions pour qu'on vous en pose encore. Peut-être vous demandez-vous déjà assez ce que vous faites là le matin. Peut-être vous demandez-vous aussi s'il est encore utile de se réveiller. De loin, la vie d'un ministre n'est nullement enviable. Plutôt mourir que de se faire pourrir tous les jours. Plutôt abandonner que ne pas réussir. Peut-être avez-vous entendu Virginie Despentes, un jour à la radio, qui avait dit que vous seriez une meilleure ministre de l'Agriculture que vous êtes ministre de la Culture. Peut-être que ces choses-là vous atteignent, parce qu'un ministre ne peut pas avoir qu'un cœur de pierre. Madame Lafleur, est-ce que vous entendez ces salariés résistants de Radio France qui préfèrent crier plutôt que de se coucher? Qui préfèrent faire la grève plutôt que d'attendre passivement les licenciements? Est-ce que vous entendez ces voix qui perdent de la force à force de se battre dans un pays où le service public devrait être un emblème national? Madame Lafleur, est-ce que vous entendez encore la grogne? L'état d'Hollande doit-il être celui des coupes de budget? Et les festivals qui tremblent pour pouvoir vivre encore un peu? Et les intermittents qui pleurent, est-ce que vous les entendez encore? Et sinon, Madame Lafleur, pourquoi continuez-vous à défendre l'impensable? N'est-il pas mieux de dire que toutes ces erreurs politiques sont des absurdités? Voilà, c'était l'édito de Mehdi Meklat et de Badroudine Saïd Abdallah. Fleur Pellerin, quelques réactions par rapport à ce pot pourri de tous les sujets d'actualité. Qui mélange quelques sujets d'actualité avec un point de vue que je ne défends pas. C'est-à-dire que moi, je pense, contrairement à ce qui est dit, que le service public est encore un emblème pour notre pays et un merveilleux outil de politique culturelle. Et si je ne le croyais pas, je ne me battrais pas pour obtenir une sortie du conflit. Je pense également que la France est riche de ses festivals. C'est le pays d'Europe où il y a le plus de festivals. Que c'est vrai, un certain nombre de collectivités territoriales se désengagent actuellement, mais moi je souhaite me battre précisément pour les encourager à ne pas faire de la culture la variable d'ajustement, et je le fais en obtenant des résultats. Et je considère également que les techniciens et les artistes du spectacle font partie de notre modèle culturel, font partie de ce pourquoi nous sommes fiers en France et de ce qui fait de nous une grande nation culturelle. Et donc voilà pourquoi je me lève le matin, et si je n'avais pas envie de me lever le matin, ça serait très triste, je pense, à la fois pour la France et pour la culture. Idir. Moi, je comprends un peu le mouvement de grève. Moi, quand j'ai travaillé au Québec, j'ai remarqué que les écarts de salaire entre les personnes qui étaient devant la caméra ou devant le micro et ceux qui étaient derrière, les intermittents, n'étaient pas très élevés, alors qu'en France, c'est 10 fois plus important. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer ça au niveau du service public? D'abord, moi, j'ai souhaité, et c'est vraiment le fondement du dialogue que j'ai en ce moment avec la présidence, avec la direction de l'entreprise. Je souhaite avoir un projet... On parle là de Radio France. De Radio France, Radio voilà. France, oui. Je souhaite qu'on puisse travailler sur une vision du service public, parce qu'on parle de chiffres, d'équilibre, de budget, de finances, etc. Moi, je pense que ce qui apporte d'abord aux salariés et aux auditeurs, c'est ce qu'on pense de la mission de service public de cette radio, qui fait qu'elle n'est pas comme les autres. Et c'est, encore une fois, sans mépris, c'est une réalité, il y a une singularité du service public. Donc, qui peut coûter de l'argent, qui peut coûter oui, parce qu'il y a une mission, de politique culturelle. Il faut se poser la question, quel est l'avenir du service public à 10 ans? Que va devenir Radio France? Et je crois que l'angoisse des salariés, elle est surtout celle de la question de leur avenir.
Donc moi, c'est ça que je souhaite aujourd'hui travailler avec la direction de est-ce que Radio Mathieu France. Gallet, aujourd'hui le Maintenant, président de Radio France, est-il encore légitime Maintenant, pour répondre à la négocier tout question, ça? pour répondre à la question ça, sur le- les écarts de salaire, c'est vrai qu'il y a eu depuis une quarantaine d'années un empilement de statuts au sein de Radio France et que les différents gouvernements, les différentes équipes de direction n'ont jamais fait les réformes nécessaires, n'ont jamais remis à plat et modernisé l'organisation du corps social de Radio France. Et vous avez raison, aujourd'hui, il y a énormément de précarité, par exemple, à Radio France. Est-ce que c'est normal dans une entreprise de service public? Non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage C'est pas de l'objet dire... de la grève, hein, la précarité. Je sais que ce n'est pas l'objet de la grève, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on mette fin à la grève, mais je ne suis pas prête à renoncer pour autant Alors, à je une répète ambition ma question, Fleur réformiste. Pellerin. Est-ce que Mathieu Gallet, aujourd'hui, est en position légitime de reprendre le dialogue et de sortir cette situation? C'est ce que je souhaite. Il est président de Radio France. Il est président de Radio France. Il a été nommé par le CSA, qui a la compétence, à qui nous avons donné la compétence de faire ce choix, parce que nous trouvons que c'est préférable de confier à un collège pluraliste le soin de nommer les présidents de l'audiovisuel public plutôt que ce soit le président de la République. Nous pensons que c'est plus juste et plus transparent. Et donc aujourd'hui, Mathieu Gallet est le président de Radio France. Et Mais donc, il n'y a pas de c'est à problème lui de entre mettre en vous et œuvre. Mathieu Gallet. Mais moi, je n'ai pas de problème de personne. personne. Moi, j'ai un problème de vision du service public de la radio. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, c'est là-dessus que je souhaite qu'on se concentre et qu'on parle d'avenir Puisqu'on parle de plutôt que du légitimité, passé. est-ce que vous vous sentez légitime dans votre poste? Est-ce que vous avez été critiqué, contesté? Est-ce que, vous demandez si vous étiez heureuse de vous lever le matin? Est-ce que vous êtes heureuse parce que vous Mais êtes oui, légitime? moi, je suis heureuse de servir mon pays. Et les critiques, vous savez, vous en avez en permanence. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir le cuir solide. Lorsque j'étais à la Cour des comptes, j'ai pendant 10 ans contrôlé le ministère de la Culture et ses politiques publiques et ses organismes, donc je connaissais très bien ce ministère. Après, vous êtes en permanence critiqué, et vous êtes critiqué sur votre physique, sur des choses qui sont plus ou moins légitimes. Parfois, c'est normal qu'on ne soit pas Est-ce que d'accord. vous avez senti de la condescendance du côté des ce qu'on appelle les cultureux, les gens de théâtre, les gens des... Il y a toujours des gens qui vous estiment que vous n'êtes pas légitime. Mais Voilà, justement, parce est-ce que vous ne c'est faites pas un peu partie. lourd d'arriver après André Malraux qui a créé les Maisons de la Culture, Jack Lang qui a fait la Fête de la Musique? C'est vrai qu'on oublie les autres ministres de la Culture. Vous, Fleur Pellerin, comment vous allez marquer? Moi, vous savez, j'ai un souhait de modernité. Je pense qu'il y a eu effectivement des grandes époques. Malraux, il a créé le ministère de la Culture. Il a passé Jean quelques Zay temps de sa avait déjà jeunesse ici à Bondy, préfiguré. d'ailleurs. Oui, j'ai appris ça. Donc, il a créé le ministère de la Culture. Jack Lang, il est arrivé à un moment où le budget du ministère de la Culture a doublé. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on était dans une phase où économiquement on pouvait se permettre un certain nombre de choses. Et donc ils ont marqué profondément leur époque parce qu'ils étaient visionnaires et ils ont eu les moyens de leur ambition. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est différente. Mais moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on sente ce que disaient tout à l'heure vos collègues sur le mépris de classe, sur le fait qu'on ne reconnaisse pas un certain nombre d'esthétiques ou qu'on le traite avec mépris parce que ce sont des cultures urbaines, donc c'est quand même moins chic que d'aller écouter du Bruckner à l'Opéra Bastille. Moi, je souhaite rompre avec ça. Je souhaite promouvoir des pratiques artistiques amateurs, je souhaite promouvoir les expressions urbaines, je souhaite donner des lettres de noblesse à tout cela. Comment est-ce qu'on légitime justement des cultures qui ne sont pas considérées comme la culture française? Eh ben, je crois qu'on commence par les considérer. Moi, lorsque je fais une exposition au ministère de Street Art, que je discute et que je mets en valeur un certain nombre de street artistes, c'est un début d'institutionnalisation. Alors, c'est difficile après parce que vous avez affaire parfois à des artistes qui n'ont pas envie, qui ne demandent pas forcément cette institutionnalisation. Donc, c'est plutôt une reconnaissance, moi, que je leur propose. Quand vous parlez justement de culture inclusive, est-ce que vous pensez réallouer les subventions qui ont été supprimées d'une centaine de festivals en France? Est-ce qu'on va favoriser les associations locales, donc la culture? C'est pas moi qui ai supprimé ces subventions, ce sont les collectivités locales. On a Mais décentralisé la culture. Participer à encourager ça. Ce que je peux faire, c'est essayer de convaincre les collectivités de revenir sur la décision. Vous savez, aujourd'hui, il y a les 2/3 des financements de la culture viennent des collectivités locales et 1/3 de l'État. Donc quand les collectivités locales qui ont été élues, ce sont des exécutifs qui sont élus. Lorsque des gens qui ont été élus disent « moi je veux supprimer tel festival », l'État ne peut pas arriver à chaque fois pour dire « ok, je vais compenser le désengagement de la collectivité ». Les gens votent pour des exécutifs. Et donc moi ce que je dis aux exécutifs locaux, c'est ne sacrifiez pas la culture, vous allez le regretter dans 3 ou 4 ans. Vous allez le regretter. Donc je vous engage. Quelle est votre marge de manœuvre? Ma marge de manœuvre, c'est que je leur dis, gardez vos subventions telles qu'elles sont aujourd'hui, et moi, je garde aussi mes subventions sur les 3 prochaines années. Je vous donne de la visibilité. Un exemple concret, en fait, pour donner de la certitude aux acteurs culturels. Quand dans une ville, l'élu local refuse de financer un festival parce que, en fait, l'association qui fait ce festival n'a pas appelé à voter pour cet élu. Là, c'est le cas du festival Kiwitas à Villepinte. Comment on fait?
Moi, je dis qu'il y a un principe de liberté de création, qui est aussi un principe de liberté de programmation. Et donc, je trouve l'ingérence des exécutifs politiques, quels qu'ils soient, dans la politique de programmation ou dans la liberté de création des artistes de manière plus générale, absolument insupportable. Donc moi, je fais une loi prochainement dans laquelle je réaffirme solennellement, dans la loi, le principe de liberté de programmation pour faire en sorte que des gens qui ont été nommés à la tête d'institutions culturelles n'aient pas à subir l'ingérence des exécutifs locaux. Parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme politique va dire « Non, mais ce spectacle est bien trop exigeant, les gens veulent quelque chose d'un peu plus facile à comprendre. » C'est ce qu'on fait, par exemple, dans les villes FN, et donc, avec les bibliothèques, avec les programmations. Tout le monde comprenne qu'il y a une différence entre la gestion, la conception de la culture, notamment du parti d'extrême droite, et celui que défendent les partis républicains, qui est une culture d'émancipation, une culture exigeante. Par exemple, nous, on ne se permettrait pas de repeindre d'une certaine couleur une œuvre d'art qui est dans l'espace public. On ne se permettrait pas de couper les subventions d'une association qui fait de la danse orientale parce que ça ne correspond pas à la vision qu'on a de la culture. Et il y a des choix qui sont très différents. Vous parlez des urnes. Les gens ont été votés il y a quelques jours partout et ici en Seine-Saint-Denis. Je vous propose très vite, Fleur Pellerin, de regarder quelques réactions par rapport au bilan des départementales 2015 et on les débriefe tout de suite. Le bilan des départementales, je l'ai subi de plein de fois. J'habite à Épinay-sur-Seine. C'est la ville la plus abstentionniste du département le plus abstentionniste. Et la grande difficulté, c'est que les gens ne savent plus à quoi ça sert. Les élections comme ça, sans arrêt, ça devient un peu une consultation envers le gouvernement en place. Un peu une sorte de référendum comme faisait De Gaulle pour savoir est-ce que je reste, est-ce que vous aimez bien ma politique. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans le résultat de ces élections départementales, c'est le score du FN. Il y a 20 ans, le FN faisait 15%, tout le monde avait envie de se suicider, c'était la fin du monde et tout le monde se mobilisait réellement. Aujourd'hui, ça passe normal. Le gros mouvement qui continue, c'est cette abstention qui augmente énormément. Dans certaines villes, elle était à 75, 80, 85% au deuxième tour. Et il y a eu au second tour, et c'est assez rare, en tout cas sur les 10 dernières années, un accord ici entre le PS et le Front de gauche. Et là, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit mais déjà qu'on n'avait pas envie de voter, mais si on voit les deux ennemis maintenant se mettre d'accord simplement pour garder leur petit poste à Bobigny au Conseil général, c'est sûr qu'on n'ira pas voter. Et donc dans le 93, il y a une petite distance vis-à-vis de la politique qui s'accentue encore plus. Moi, j'aimerais juste citer une phrase d'une vieille dame qui est passée à la télé, une anonyme, qui disait juste si je ne donne pas mon avis en votant, je ne m'autorise pas le droit de me plaindre. Voilà, donc c'était quelques réactions des jeunes du Bondi Blog lors de la conférence de rédaction, 2 ou 3 jours après le résultat des départementales 2015. Idir. En quoi la culture peut-elle aider les gens qui sont dans des lieux où l'abstention est forte à se réintéresser de nouveau à la vie de la cité ? Vous savez, moi, je suis persuadée que la culture fait vraiment partie de la construction de l'esprit citoyen, de la citoyenneté. Si on doit lutter contre l'extrémisme, contre le fanatisme, contre toutes les formes d'intoxication idéologique, il est absolument indispensable de donner de la culture aux gens. Est-ce que la culture peut lutter contre l'abstention? Ici, par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est entre 70 et 80% dans certains secteurs. C'est quand même dramatique qu'en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus jeune de France, on vote le moins. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, sinon ce serait trop facile, mais je pense que ça fait partie des choses avec l'éducation. Qu'est-ce qu'on a raté en Seine-Saint-Denis pour que les gens ne croient plus dans la politique? On coupe les subventions? Non, mais vous parlez tout à l'heure de la culture. Qu'est-ce que la culture peut faire contre l'abstention? Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture, dont on se sent exclu, etc., ça, ce sont des ferments du désinvestissement citoyen. C'est-à-dire que des gens qui se sentent exclus, non seulement des perspectives de s'élever dans la hiérarchie sociale, du système éducatif, de la culture, n'ont plus raison d'aller voter. Quelle serait la raison d'aller voter s'ils ont le sentiment que leur vote n'influence pas la politique? On subit, en fait, les gens ont l'impression de subir la culture et de subir la politique. Enfin, dans tous les cas, on a l'impression de subir parce que c'est quelque chose qui est fait par une élite et qui n'est pas partagé. Tout à l'heure, vous disiez que la culture, c'est quelque chose de collectif. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment en faire quelque chose de collectif? Vous savez, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a une petite statistique que j'ai trouvée très intéressante dans les pratiques pédagogiques des conservatoires. Dans les conservatoires, on se rend compte que les jeunes qui ont des cours individuels abandonnent à 80% entre le premier cycle et le second cycle. Ceux qui sont dans la pratique collective
continue à 80%. Donc ça montre bien que la pratique culturelle collective, à partir du moment où c'est un projet, et c'est un projet collectif, donne du sens à quelque chose, donne du sens au fait d'être ensemble, de se reconnaître des choses communes avec autrui. Et donc moi, je pense que la culture n'est évidemment pas la réponse à tout, à la désaffection politique, à l'abstention, mais c'est quelque chose qui donne des clés du vivre ensemble. Et en tant que tel, moi, je pense vraiment qu'il faut le promouvoir dès le plus jeune âge pour que chacun se sente partie d'un tout. Si on ne se sent pas partie d'un tout, on n'a pas envie d'aller voter. Quel est l'intérêt ? Justement, c'est le grand problème en France, c'est qu'une grande partie de la population a un désir de s'exprimer, mais ne ressent pas de désir en retour. C'est-à-dire qu'on ne les écoute pas. Donc quand on a 3,5 milliards d'euros de baisse de budget sur les collectivités locales, comment on va encourager justement ces mêmes personnes qui ont envie de s'exprimer, à qui on fait comprendre que concrètement, ces artistes-là ne font pas de la culture, mais ils font du social. Ils ne sont pas dans le droit commun. Ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours eu une forme de dédain pour tout ce qui relevait du champ socio-culturel. Socio-culturel était une sorte de gros mot. Et moi, je suis tout à fait opposée à ça. Et donc, aujourd'hui, techniquement, il y a un certain nombre de réseaux, moi, je pense qu'il faut massivement réactiver. Il y en a plusieurs. Il y a le réseau de l'éducation populaire, qui a été, je pense, trop désinvesti par les gouvernements successifs. Donc, moi, je travaille beaucoup avec ma collègue Myriam El Khomri, justement pour essayer de mobiliser ces réseaux avec les artistes qui ont tous envie de s'impliquer. Donc, il faut juste trouver le moyen, aujourd'hui, de mettre en relation les artistes, les journalistes qui souhaitent s'impliquer et ce réseau. Et il y en a un autre qui est formidable, c'est le réseau des bibliothèques et des médiathèques. Il y en a 16 000 en France. 16 000, c'est plus que de bureaux de poste. Et donc je pense que ce sont des lieux, ce qu'on appelle les troisièmes lieux, parce que c'est ni le travail ni le domicile, c'est un troisième lieu où il faut donner envie aux gens d'aller se retrouver et d'aller trouver une offre culturelle. Le problème, et ça, je crois que c'est très important. En Seine-Saint-Denis, le problème, c'est qu'on a toujours des profs qui ne sont pas remplacés, des élèves qui n'ont pas cours pendant des mois et des mois. Donc la culture, c'est quelque chose de... C'est un supplément d'âme, en fait. C'est même pas l'urgence. Ils veulent juste avoir des cours de français, des cours de maths. La culture, ils ne savent pas ce que c'est. En fait, il ne faut pas hiérarchiser. Il faut pas hiérarchiser. Et il ne faut pas dire, trouvons d'abord pour le cours de français et on verra après. Je pense qu'il faut faire en même temps. Non, c'est que le problème, en fait, voilà où on en est. C'est que dans certaines écoles de Seine-Saint-Denis, ou de quartiers populaires, on en est au basique. On en est à demander des profs, à attendre que des profs viennent remplacer. Donc la culture, c'est secondaire. Enfin, je fais partie d'un gouvernement, par exemple, gouvernement qui a choisi de redonner une formation initiale aux enseignants et de recruter 60 000 enseignants. Il y en a 35 000 qui seront recrutés dès la fin de l'année. C'est toujours le cas. Enfin, il y a toujours des élèves qui sont sans prof pendant des mois et des mois et qui après se retrouvent avec des lacunes. Il faut le temps de les recruter et déjà nous avons fait l'effort de les recruter. Mais ça ne se balaye pas d'un revers de main. C'est un choix qui est totalement orthogonal avec celui qui a été fait dans les années précédentes où on a cassé la politique de la ville sous les gouvernements. Vous voulez dire qu'on est dans un processus correctif et qu'il nous faudra encore attendre 3-4 ans pour... Quand on a déconstruit une politique de la ville, et moi je me souviens très bien de cette époque où on a commencé à supprimer les subventions à ces acteurs sociaux ou socioculturels qui faisaient un formidable travail de maillage et de proximité, qui étaient présents dans les territoires, qui étaient au contact des jeunes. Quand on a supprimé tout ce réseau-là, ça prend du temps à être construit, et surtout dans une période qui est difficile d'un point de vue économique. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez dit que le théâtre, vous avez appris à prendre la parole, à être en aisance en public. Pourquoi on n'instaure pas une heure de cours de théâtre à l'école ? C'est pourtant simple à faire, on a plein d'acteurs qui font du théâtre. Qui sont des intermittents. Vous touchez un point sensible, parce que j'en ai beaucoup parlé avec les gens de Déclic Théâtre, avec Jamel, et on est en train d'essayer de réfléchir à la manière de vraiment diffuser très très largement l'impro théâtrale. Moi, je les ai invités au ministère. Ils ont fait un match d'impro dans les salons du ministère de la Culture que j'essaye au maximum d'ouvrir, parce que cette maison était complètement refermée. Donc le street art, l'impro théâtrale, etc. Vous sensibilisez et je suis entièrement d'accord avec vous. Laissez-moi répondre aux questions si vous me coupez. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je vois ce que ça fait pour la maîtrise de la langue, pour l'aisance, pour l'estime de soi. Mais c'est évident que ça a des vertus absolument incroyables. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. La première fois qu'on prend la parole, c'est dans un entretien d'embauche. Vous on a avez 22 ans. entièrement raison. Et on bégaye et de toute façon, la réponse sera non alors. Et ça, on peut le faire sur le temps scolaire. On peut le faire aussi sur le temps qui a été dégagé par la réforme des rythmes scolaires. Donc si en 2017, Hollande n'est pas réélu, ou en tout cas le Parti socialiste n'est pas réélu au pouvoir, ça veut dire que tout ce que vous mettez en œuvre actuellement sera éliminé ?
J'espère que non, parce que ce qui fait beaucoup de mal, c'est la discontinuité dans les politiques. Moi, je suis en train d'essayer de poser des choses qui produiront leurs effets, je le sais bien, à moyen terme. Quand on parle, par exemple, de l'impro théâtrale, quand on parle de la maîtrise de la langue, des cours de français, de l'appropriation de la langue, ce ne sont pas des choses qui se décident en 6 mois et qui s'exécutent en 6 mois. Mais donc, finalement, bien qu'est-ce sûr, qui fait, selon on est vous, toujours qu'une dans le mesure temps court reste... et dans le temps long. Et c'est ça qui est très difficile aussi dans les métiers qu'on fait. Parce que moi, j'ai été nommée il y a 6 mois, il y a 2 ans jusqu'aux prochaines élections. Donc c'est vrai qu'on est dans le temps court par rapport à Jack Lang qui est resté 10 ans. Alors, on va poursuivre, si vous le permettez, Fleur Pellerin. On va parler des médias et des territoires, et notamment de la banlieue. C'est aussi de la culture, puisque c'est aussi dans les médias que se fabriquent aujourd'hui les mœurs et notamment les opinions. Quelques réactions des jeunes du Bondy Blog et on revient tout de suite en studio. Il y a une partie de la population qui est rentrée dans le petit écran par effraction. On dirait qu'on est rentré par la violence et c'est tout. On n'est pas rentré avec douceur. On ne fait pas de statistiques ethniques en France. Donc on ne peut pas imposer des quotas dans l'industrie, par exemple audiovisuelle, comme ce qui se fait aux États-Unis, au nom du sacro-saint principe d'unité de la République. Si on prend l'exemple des centres dramatiques nationaux, les scènes nationales de théâtre, il y en a 35 en France, il n'y a que 2 personnes de couleur qui sont à la tête de ces structures et ils sont en Guadeloupe et en Martinique. Ça pose quand même question sur la vision qu'on a dans ce pays. Quand on parle de service public, comment ça se fait qu'en France, la chaîne de télé qui met le plus en avant, on va dire, la diversité, ce soit Canal+, qui est une chaîne privée. On est confronté dans une société individualisée où les gens n'ont même plus idée de ce qu'est la notion de service public. Et si on veut changer la presse radicalement, il faudrait peut-être changer les conditions d'accession au statut de journaliste. Ça veut dire mettre à l'index toute une caste et reconstruire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'ultra courageux qu'on ne peut pas faire en un quinquennat. Alors, c'était le dernier intervenant, c'est Bala Fofana. Réaction, Fleur Pellerin, est-ce qu'il faut mettre à l'index toute une caste ? Non, moi j'essaye de ne pas réfléchir en ces termes-là. En revanche, le constat qui était celui d'une insuffisance présence de la diversité et du pluralisme dans les médias, oui, je ne peux que le partager. Et j'en ai fait un axe majeur d'ailleurs du prochain contrat qu'on aura avec le patron de France Télévisions, par exemple, parce que ça me paraît aujourd'hui pas du tout au niveau de ce que le service public devrait montrer. Mais au-delà de France Télévisions, comment on fait pour que la télé ressemble à la France ? C'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas à une petite élite parisienne, qu'elle ressemble à la France. Vous savez, moi, je me souviens très bien, quand j'étais dans l'associatif, on avait souvent ce débat avec les patrons de médias. Et ils nous disaient, on n'a pas de vivier. Alors déjà, on commence à travailler, parce que c'est l'excuse un peu facile, mais on commence par travailler sur la question des viviers, donc sur la formation. Donc ce que vous faites, par exemple, en termes de formation de journalistes, est à mon avis très important, parce qu'il faut constituer effectivement ce vivier de journalistes qui demain... Il existe aujourd'hui. Voilà, donc il existe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi est-ce qu'à la télévision, par exemple, quand on consulte un expert, c'est toujours un homme blanc de 60 ans et rarement une femme issue de la diversité ? Là, c'est pareil, on n'a pas de vivier, etc. Donc là, c'est pareil, on aide, on constitue des viviers. Voilà, vous avez des noms, la spécialiste en astrophysique, le spécialiste. Il y a des guides, vous voyez, il y a des choses qui sont très concrètes. Et je pense qu'il faut rester doux ou est-ce qu'il faut imposer ? Mais imposer, c'est très compliqué parce que, vous le disiez, il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc, et parfois, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais en revanche, je pense qu'il faut être beaucoup plus directif et beaucoup plus... Moi, j'ai souhaité l'être quand j'ai tracé la feuille de route du futur patron de France Télévisions. Pour moi, il est hors de question, et je ne signerai pas un contrat d'objectif avec l'entreprise qui ne mette pas de manière très forte cette question de la représentation des quartiers, de la représentation de la banlieue et de la mise en avant de la diversité de la société française. C'est totalement incroyable que dans nos fictions, dans nos... Enfin, c'est facile quand même de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le désamour des jeunes de banlieue pour les médias ? Mais je crois que c'est un désamour qui est des jeunes en général. Et je crois que le constat de départ, il doit être celui-là. Et aujourd'hui, la préoccupation de l'ensemble des médias, ça doit être de reconquérir ce public jeune. Et donc, moi, j'accorde beaucoup, j'ai beaucoup de foi dans les médias de proximité, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réactiver un dispositif qui avait été éteint lorsque je suis arrivée, qui est un dispositif d'aide doté d'1 million d'euros pour les médias de proximité, et je souhaite qu'il puisse être orienté sur les nouveaux médias, les blogs, les nouvelles formes de médias. Il ne faut pas qu'on justifie que les minorités ou les banlieues soient dans leurs propres médias, mais ça devient ça. Pas. Maintenant, on va dire, allez écrire au Bondy Blog, allez écrire dans des médias africains, allez écrire dans des médias maghrébins. Alors là, c'est une approche que j'aurais
réussir à intégrer les grands médias classiques. Mais il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Il y a les médias de proximité et il y a la question ensuite d'enrichir et la représentation par les médias, les grands médias classiques, de la diversité. Ce sont deux choses qui sont un peu différentes. Si un média populaire comme la télé n'arrive pas à s'adresser aux classes populaires, alors qu'est-ce qu'il en est des autres, les opéras? Oui, mais parce que je pense qu'il a été considéré comme acquis à un moment que l'audience et le public étaient vieillissants et donc on a tendance, je pense, à toujours donner ce que le public a envie de voir plutôt que ce qu'il pourrait aimer ou ce qu'il peut bousculer le public. Voilà, et donc moi je souhaite vraiment qu'on rétablisse de l'ambition, de l'audace, de la prise de risque. Alors peut-être que les jeunes ont des pratiques qui se sont vraiment éloignées du linéaire. Voilà, ils sont ailleurs. Et je crois que l'audiovisuel qui est à la mode et pas du tout doit France également Télévisions. C'est quand même grave. C'est indispensable. C'est quand même grave que les chaînes que nous on finance avec nos je suis impôts d'accord. soient celles qui ne nous représentent pas. C'est grave. Moi je pense que l'audiovisuel public doit parler à la jeunesse aujourd'hui. C'est Justement, indispensable. et est-ce qu'on aura bientôt une émission jeune, enfin, pour la jeunesse, qui soit intelligente, qui ne soit pas les anges de la télé-réalité, qui ne soit pas bête. Bloc Café. Non mais au-delà de celle-là, en fait, une émission qui s'adresse à la jeunesse, parce que le Bon du Bloc Café, ça s'adresse à tout le monde, mais qui n'est pas une émission bête. Moi, je souhaite qu'il y ait des émissions, il y ait une proposition qui soit une proposition originale de la part de l'audiovisuel public. Je pense que pour avoir quelque chose qui plaît aux jeunes, quoi de mieux que de consulter, d'essayer de faire co-construire ou de faire fabriquer un programme par des jeunes. Donc moi, je pense que c'est tout ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui quand on est un patron de l'audiovisuel public, que ce soit à la radio ou à la télévision. On va aller justement à Clichy-sous-Bois pour revoir et constater à quel point il est important pour que l'accès à la culture soit une réalité et non pas un rêve, qu'il y ait notamment des militants, des gens engagés qui vont jusqu'en bas des immeubles pour apporter la culture, en tous les cas, pour sensibiliser les populations et notamment les populations les plus jeunes. C'est ce qu'a fait Jasmine Nahar à Clichy-sous-Bois. La Fontaine aux Images est une compagnie de théâtre créée par André Valverde en 1990. En résidant sur la commune de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, le théâtre s'est implanté au cœur des quartiers. L'identité de la compagnie se fonde sur le choix de sujets de société et s'inscrit dans la veine du théâtre populaire, proposant un théâtre par et pour le peuple. On a eu envie d'avoir notre théâtre pour pouvoir asseoir notre volonté d'éducation populaire, de théâtre pour et avec la population. Ici, Clichy-sous-Bois, on est sur une butte, il n'y a pas de RER, pas de métro. Un lieu comme le nôtre ici, il a du sens. C'est un acte clairement militant d'être ici et de s'organiser pour recevoir le plus de monde possible. Et on a une grande chance à Clichy-sous-Bois. Je pense que c'est assez exceptionnel de voir le travail en réseau qui est réalisé entre toutes les associations du territoire, les services de la mairie. Et on a un travail tous ensemble, une synergie qui permet d'accueillir tout ce public-là qui ne demande que ça. Comment répondez-vous aux besoins financiers nécessaires à la compagnie ? On est à peu près à 30% d'autofinancement, c'est-à-dire qu'avec les spectacles qu'on vend, les prestations, les cours qu'on fait, on arrive à se financer à hauteur de 30%. Le reste, c'est des subventions. C'est la même danse tous les ans, c'est-à-dire ce sont les mêmes dossiers de subventions qui prennent un temps fou et qui sont très, très, très techniques. On a un boulot énorme pour une petite équipe et c'est vrai que la partie administrative nous prend énormément, énormément de temps. On nous demande d'être des entreprises compétitives, quelque part. Mais c'est pas notre rôle, c'est pas notre mission. La qualité de nos créations et de nos projets, elle se voit au moment où ça se joue, parce que c'est du spectacle vivant, c'est pas du spectacle de dossier. Comment les restrictions budgétaires de l'État menacent-elles la viabilité de la création artistique ? En 15 ans d'expérience ici, j'ai vu disparaître des agents territoriaux militants et qui étaient là pour nous aider. Ils ne sont plus là. Et je pense que ça, c'est un réel problème. C'est la création qui est en jeu, c'est l'accueil du public qui est en jeu. Si ce lieu est sympa aujourd'hui, c'est parce qu'on a le talent de tout un tas de personnes, comme Mylène que vous voyez passer là avec le ballet. Elle est comédienne, elle est clown, elle passe le ballet aussi au chapiteau. C'est cette possibilité de créer qui est un atout pour la population, qui est un atout pour nos villes, qui est un atout à tout point de vue, et il faut lutter pour le garder. Pour moi, la menace, elle est à double tranchant, c'est-à-dire imaginez une ville comme Clichy-sous-Bois ou un coin du département sans culture,
c'est le chaos, quoi. Et double tranchant parce que, en effet, nos structures, elles sont précaires. Comment veut-on s'occuper d'habitants précaires tout en étant précaires? Les choix des gouvernements qui feraient reculer ces atouts-là, c'est une catastrophe sur le long terme. Voilà, c'était donc un reportage réalisé par Jasmine Nahar. Claire. Je me permets de vous donner une citation qui résume assez bien l'état de la culture actuellement dans notre pays. C'est un texte de Gerty Damburi. « Nous avons tout vécu, le développement social des quartiers, le recours aux grands frères, l'aide aux cités, les zones d'éducation prioritaire, les classes préparatoires ouvertes aux défavorisés. À chaque fois, ces dispositifs ont échoué parce que s'il est un élément qui ne bouge pas, c'est bien la peur que le pouvoir échappe à ceux qui se le partagent et qui, quelle que soit leur couleur politique, se pressent au devant de tous ces dispositifs pour que leur gouvernail leur reste entre les mains. » Que répondez-vous ? Écoutez, je crois qu'il y a un vrai sujet de mobilité sociale, d'ailleurs ce que vous disiez, et de sociologie des élites. Moi, je me suis beaucoup intéressée à cette question parce que je ne fais pas partie de l'élite par naissance et par héritage. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée parce qu'après, on a pu considérer que par mes études, je suis rentrée dans cette élite. Et moi, je me suis toujours battue, et c'est le sens de mon engagement politique, pour que précisément des portes ne soient pas fermées et que le gouvernail ne reste pas entre les mains des mêmes personnes par hérédité. C'est quelque chose que je trouve très violent et qui me déplaît. Et c'est le sens de mon combat politique. Moi, je suis pour qu'on rebatte les cartes à chaque génération. Et donc, je crois que finalement, tout l'enjeu est résumé là. C'est-à-dire aujourd'hui, comment redonne-t-on un sens à l'égalité des chances ? Et moi, je crois que la culture peut y participer. Et je crois que ce qui est important, c'est de définir des priorités. Donc moi, je souhaite, par exemple, qu'on travaille pour que l'argent aille là où il est nécessaire. Quand on en a moins, on essaye de le concentrer là où il est nécessaire et pas là où il y en a déjà plein. On accueille dans quelques instants Nassir Al-Mouadem pour sa séquence L'Addition qui va prendre la place de Claire Diao. Bonjour. Bonsoir Nassira. J'ai deux unes à vous montrer, Madame la Ministre. Celle-ci. D'un côté, on a donc Rome, l'overdose, c'est signé Valeurs Actuelles. Et puis toujours Valeurs Actuelles avec l'invasion qu'on cache, avec une Marianne voilée. Qu'est-ce que ces deux unes, en tant que ministre de la Communication, vous inspirent ? Un peu du dégoût, parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec les haines recuites. Nous sommes dans un pays qui souffre économiquement, qui souffre aussi probablement dans la recherche d'un sens à son projet collectif. Et stigmatiser des populations ou des parties de la population à raison de leur origine ethnique, ou de leur religion est, je crois, quelque chose d'extrêmement nauséabond et dangereux dans la période actuelle. Dangereux parce que cela fait le lit d'un parti qu'on connaît bien et qui ne propose que des mauvaises solutions. Et pour ces deux unes, Valeurs Actuelles a été donc condamnée pour incitation à la haine et pour incitation à la discrimination. Et Valeurs Actuelles, c'est un hebdomadaire qui est aidé, il faut que les gens le sachent, qui est aidé donc par votre ministère, le ministère de la Culture, à raison d'1 million d'euros par an. Est-ce qu'on peut toujours continuer à financer une presse raciste, Madame la Ministre ? Alors, il y a pour cela des juges et des procès. Donc, Valeurs Actuelles a été condamnée, mais moi, je suis aussi la ministre du pluralisme de la presse. Donc, en ce moment, je travaille sur une réforme des aides à la presse parce que je considère que on parle d'argent public et que le soutien au pluralisme de la presse doit se concentrer sur la presse d'information politique et générale et pas tellement sur la presse de divertissement qui n'en a pas tellement besoin. Donc, en ce moment, nous sommes en train de proposer de travailler sur cette réforme. Valeurs Actuelles entre dans le cadre de l'information politique et générale. Donc, moi, ensuite, je n'ai pas à me faire la censeur de certains médias parce que le contenu ne me plaît pas. Ensuite, il y a des procédures qui permettent de faire condamner ceux qui sont des contrevenants. Et c'est ce qui s'est passé, mais c'est vrai que certains citoyens se sentent choqués, surpris, tout du moins, qu'une presse
racistes, puisque ce sont les juges qui l'ont dit, soient aidés par leur propre ministère de mais la je Culture crois- et donc par leurs propres impôts. Je crois qu'il faut continuer à faire condamner lorsqu'il y a des dérives, mais c'est le principe d'une société pluraliste. Et ça, malheureusement, il faut accepter, dans une société pluraliste, que certaines choses soient choquantes. D'accord, donc il faut aussi accepter que le contribuable participe au financement de cette presse À partir du moment raciste. où on souhaite, moi je travaille sur une réforme en ce moment pour pouvoir aider par exemple le Monde diplomatique et Charlie Hebdo. À partir du moment, je ne peux pas choisir d'aider seulement une certaine presse ou une presse qui aurait des orientations politiques ou religieuses qui me plairaient. Il faut accepter le pluralisme de la presse, ça fait partie de la démocratie. C'est une question de respect du droit, Madame la Ministre, hein, nous sommes d'accord. Absolument. Donc ça fait partie de la démocratie. Ensuite, s'il y a des problèmes avec le respect du droit, toutes les procédures, sans absolument aucune concession, doivent être prises pour faire condamner systématiquement les gens qui contreviennent à nos lois. Alors Vous avez justement, la réforme des aides à la presse, vous en avez parlé récemment. Quand est-ce qu'elle va arriver? Puisque c'est vrai, on est dans une situation un peu ubuesque où Closer, par exemple, Télé 7 jours, pour ne pas les citer, sont beaucoup plus aidés que d'autres presses, voire même aidés par rapport à Charlie Hebdo ou Le Monde diplomatique qui n'est plus aidé directement par le ministère de la Culture. Déjà, il y a plusieurs types d'aides. Il y a des aides directes, qui sont des aides en argent, et des aides indirectes, qui sont des aides au transport postal. Télé 7 jours, Closer, etc. n'ont aucune aide directe. C'est important de le préciser. Donc c'est une aide parce qu'ils ont des tarifs postaux un peu réduits. Ou voire des aides avec la SNCF ou ce genre de choses. Au portage, en gros, voilà, ce sont des aides qui ne concernent pas directement les publications. Et ça, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Moi, je considère que les aides directes ou indirectes doivent se concentrer plutôt sur la presse d'information politique et générale. Donc ça voudrait dire Mais il que, faut faire pardonnez-moi Madame attention. Pellerin, qu'on avance, ça veut dire que dans les prochains mois, le Monde diplomatique va se voir Absolument. Je m'y suis attribuer engagée une aide devant la directe représentation de la part du nationale. ministère de la Culture. Je m'y suis engagée. Aujourd'hui, ce n'est pas le possible parce que seuls les quotidiens peuvent en bénéficier, ce qui est une absurdité sur le plan des principes. Donc ça, c'est un engagement que j'ai pris et donc je vais le mettre en œuvre. Quand Et ça, après, Madame la Ministre dans les semaines qui viennent, le décret sera pris et ensuite, il y aura une réforme un peu plus fondamentale sur ce que nous évoquions à l'instant, c'est-à-dire la question de la réforme des aides au transport postal, que je souhaite reconcentrer sur la presse d'information politique et Ce générale. que Madame Filippetti avait déjà commencé. Ce qui n'est aujourd'hui pas totalement achevé dans ce cas-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que la presse récréative bénéficie encore d'aides massives qui sont effectivement assumées par le contribuable. Dernier sujet, Madame la Ministre, est-ce que la musique classique est réservée à une élite, selon vous? Écoutez, je reviens de la maîtrise de Radio France tout à l'heure où j'ai vu des collégiens de Bondy, d'écoles primaires et de collèges qui pratiquent la musique classique et le répertoire même contemporain avec une excellence absolument incroyable. Et donc, ils font mentir cet adage. Donc, je vous pose la question parce que des maires et des responsables de conservatoires s'inquiètent des baisses des aides de l'État, donc à ces conservatoires. Je prends l'exemple, par exemple, du conservatoire de Gennevilliers, qui n'est pas très loin, hein, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. La dotation en 2012, elle était de 136 000 euros à peu près, et en 2014, 52 000 euros. Alors Donc, moi, je divisé presque par 3. j'ai dit tout à l'heure que j'étais très favorable au développement de la pratique amateur parce que j'y crois énormément et je pense que c'est un instrument d'émancipation. Ça, c'est pour le principe. Et Maintenant, donc, il faut les moyens. ce sont des décisions qui ont été prises avant que j'arrive. J'ai été nommée il y a 6 mois. Donc maintenant, moi, je souhaite pouvoir revenir financièrement et aider les conservatoires pour autant qu'ils mettent en place des pratiques pédagogiques qui ne soient pas excluantes. Moi, je pense qu'il y a tout un tas de publics, de jeunes, qui peuvent être rebutés par le fait de faire du solfège à haute dose ou de la musique classique dans des cours individuels. Donc moi, ce que je souhaite, c'est revenir financièrement pour accompagner les conservatoires que vous décrivez, mais avec une réflexion partenariale avec ces conservatoires sur les pratiques pédagogiques et sur les esthétiques. Parce que je crois qu'il y a de la place. Ces conservatoires sont en train de réfléchir au budget de la rentrée 2015 et certains s'inquiètent d'une disparition complète de l'aide directe du ministère de la Culture en faveur de ces conservatoires. Une question très simple, Madame la Ministre, est-ce que ces aides directes vont être supprimées de la part du ministère de la Culture pour ces conservatoires? C'est effectivement 450. C'est une décision qui avait été prise par ma prédécesseur parce que l'apport, la subvention apportée par l'État aux conservatoires régionaux et départementaux représentait 6% de leur budget. Et donc on avait considéré que 6% de leur budget, on pouvait se retirer et n'intervenir que sur forme d'aide à des projets. Vous voyez, il y a des expressions musicales un peu différentes qui peuvent être proposées aux jeunes. La question est simple, est-ce que l'aide sera supprimée, oui ou non? C'est très simple. Non, l'aide n'est pas supprimée puisqu'il y a une aide à projet qui est proposée et l'année prochaine, je souhaite revenir avec des aides qui soient concentrées sur des projets pédagogiques. Voilà. Très bien. Merci à vous, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Nassira, d'être venue pour cette séquence L'Addition. Tout
tout à l'heure, on a parlé des intermittents, mais très vite, mais je voudrais que vous nous donniez votre sentiment sur ce statut des intermittents, parce qu'on a le sentiment, Madame la Ministre, que le MEDEF veut absolument supprimer ce statut. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous allez vous battre corps et âme contre ce projet fou du MEDEF? Mais je me suis déjà battue avec mon collègue François Rebsamen, qui est en charge du travail, et nous avons obtenu que le statut, c'est-à-dire les annexes qui régissent le statut d'indemnisation du chômage des artistes et des techniciens du spectacle, soit consacré par la loi. Donc il y aura une loi qui va dire, voilà, on consacre l'existence des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage. Donc c'est une immense sécurité pour les artistes et les techniciens, qui est indispensable aujourd'hui pour maintenir la vie culturelle que nous avons en France. Donc voilà, moi j'ai dit mon attachement à ce régime et il va être consacré dans la loi. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour le Bondi Blog Café, puisque vous le savez, tous les techniciens qu'il y a autour de vous ici, ce sont aussi des intermittents du spectacle. Madame la Ministre, cette émission touche quasiment à sa fin, mais avant ça, il faudrait que vous nous mettiez une petite dédicace sur l'affiche du Bondi Blog Café. Je retire un peu le verre ici. Donc vous mettez votre petite dédicace. La seule obligation, c'est une obligation légale ici en Bondi Blog Café, c'est de lire après, à haute voix, votre dédicace, de façon à ce que tout le public l'entende. Pendant ce temps, moi j'ai quelque chose à proposer au public et après je vous offrirai évidemment... Qui est-ce qui a marqué ça là Ça c'est Alain Juppé, je crois. Ah d'accord. Voilà, donc je vous propose le livre Des voix derrière le voile de Faiza Zerouala. Faiza Zerouala est journaliste, mais avant d'être journaliste, elle était Bondi blogueuse. D'ailleurs, vous la voyez régulièrement sur cette émission. On en parle sans cesse, on ne les entend jamais. Les femmes voilées ont la parole grâce à Faiza Zerouala qui publie donc son premier livre. Et puis évidemment, comme on est un peu corporate aujourd'hui, je sais, je suis devant la ministre de la Culture et je parle un peu anglais. Bondi Blog, Portrait de famille, c'est le film de Julien Dubois. Ce film retrace en 52 minutes l'histoire de cette merveilleuse expérience du Bondi Blog. C'est un film qui a été diffusé sur France O. Et puis évidemment, il sera, je l'imagine, diffusé aussi sur LCP, puisque vous savez que cette émission est donc codiffusée sur LCP et France O. Donc ce sont vos deux cadeaux, Madame la Ministre. Les invités ne repartent jamais les mains vides quand ils viennent nous rendre visite à Bondy. Alors, on vous écoute, Madame la Ministre. Alors, je suis heureuse de me lever le matin pour défendre ma vision de la politique culturelle au service des Français et ma conviction très forte que la culture constitue l'une des réponses à la crise de sens que traverse notre pays. Merci beaucoup Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, d'être venue ici à Bondy. Merci à Ouidad, Claire et Idir. Merci évidemment à Jamart et à Zadig Productions. On se retrouve le mois prochain sur LCP et France O. Moi, je l'ai trouvée assez sincère. Je trouve qu'elle nous ressemble. En fait, elle est jeune, elle est issue de la diversité. Elle nous ressemble dans beaucoup de choses. Et effectivement, la ministre est très abordable. Elle comprend tout ce qu'on dit, etc. Mais j'aurais attendu de sa part un peu plus de décision, de prise de position et de réponse. Elle a fait plein de vœux pieux, mais je pense pas que ça va suivre. Je suis un peu pessimiste là-dessus. En fait, le grand problème, c'est qu'on n'a pas de moyens pour ce ministre-là. Il n'y a pas d'argent pour la culture. La culture, c'est accessoire. En tout cas, on sent qu'elle vient de Montreuil, elle est venue, elle était à l'aise, elle s'est installée, elle est venue comme une fleur.